faut qu'on réalise, tout le monde, à quel point on a un chantier qui est écologique, économique, technologique, social, politique, et c'est gigantesque. Ça va nous demander beaucoup de persévérance, beaucoup de détermination, beaucoup d'inventivité, mais c'est un projet tellement emballant. Faut embarquer. François Legault et le résumé des ambitions qu'il nourrit pour son second mandat, un vaste menu dans lequel l'environnement prend plus de place que durant ses 4 premières années au pouvoir. Que faut-il retenir de ce début de petite session à Québec? Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec Castonguay est animateur de Midi Info à Ici Première. Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et au magazine L'Actualité. Et Michel Séauger est chroniqueur politique à la Presse Plus et Radio-Canada. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors, Alec, qu'est-ce que l'on retient de ce long discours d'ouverture de M. Legault cette semaine? C'est 1h17 minutes, je crois. Qu'est-ce que vous avez retenu? 18. 18, bon. 1h18. Il était long, mais il y a clairement deux aspects qui ressortent de son discours parce qu'il a beau dire que l'éducation reste sa première priorité, c'est celle dont il a parlé le moins longtemps pendant son discours. Et en matière d'économie et de santé, on était dans le réchauffé, là. On avait déjà entendu assez souvent les lignes pour la réforme en santé, rattraper l'écart de richesse avec l'Ontario. Là où il y avait un peu de fraîcheur, c'est donc ce qu'on a retenu, c'est-à-dire la transition énergétique, comment on peut créer des emplois avec les technologies vertes, être capable de décarboner le Québec. Et la langue, qui passe beaucoup par l'immigration francophone, ça aussi c'est nouveau. Volte-face complète du gouvernement qui ne veut plus maintenant tant rapatrier des pouvoirs à Ottawa, notamment la réunification familiale, que de se concentrer sur ses propres pouvoirs, mais de bien les utiliser. Ça, c'est un changement de cap. Donc, transition verte, environnement, donc oui, mais aussi immigration, c'est ce qui a retenu l'attention et c'est ce qui, étant donné, qui est plus nouveau. On le sentait aussi chez le premier ministre, cette espèce d'emballement, cette excitation-là de parler de quelque chose qui est peut-être un petit peu plus frais, même s'il a parlé de beaucoup, beaucoup de choses en 1h18. Bon, j'ai vu Chantal, dont les épaules ont sauté. Qu'est-ce que vous avez senti, vous, chez le premier ministre cette semaine? Mais que c'est toujours plus agréable de manger de la baguette fraîche que celle qu'on a sortie du congélateur après quelques mois. Donc, oui, c'est la réponse, après 4 ans de la coalition Avenir Québec, à la quadrature du cercle sur la transition verte. C'est-à-dire, on a trouvé une façon d'animer des ambitions économiques au dossier de la transition énergétique, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Je suis pas sûre que M. Legault va trouver ça aussi frais quand il va peut-être un jour assister, pas comme premier ministre, à l'ouverture d'un nouveau barrage dans 15 ans. Mais c'est sûr que c'est un dossier sur lequel le gouvernement a l'intention de plancher, celui de l'hydroélectricité et de l'allumage des ambitions du Québec à la réalité de la production, sur lequel il ne planchait pas de façon aussi intense ou il n'avait pas conçu de le faire il y a 4 ans. Ouais, Michel, il a besoin de rester au pouvoir longtemps s'il veut inaugurer le prochain barrage au Québec, par exemple. Oui, d'autant que quand il dit 15 ans, c'est peut-être un peu optimiste. 15 ans, ça c'était avant qu'on doive négocier avec les communautés autochtones d'une part, puis avant qu'on fasse des choses comme le BAP. Alors, ça va être plus long que ça. Et surtout, Hydro-Québec n'est pas très convaincu qu'il faille un nouveau barrage. Ça, c'est un léger détail, mais que M. Legault a oublié de dire, mais c'est quand même le cas. Alors, toute sa transition énergétique qui existe encore malgré un troisième lien, malgré toutes sortes de choses, reste jusqu'à preuve du contraire un plan et pas une réalité, puis une espèce de plan où personne ne va devoir se serrer la ceinture d'aucune façon, puis il n'y aura pas de sacrifice qui va être demandé. Quand on voyait M. Fitzgibbon qui disait qu'il va falloir fermer le chauffage pendant la journée, puis l'allumer juste le soir, etc., là, il y a des distensions même au sein même du cabinet. Il y en a aussi sur l'immigration, même si là, on voit que M. Legault a cessé de demander le pouvoir sur la réunification familiale parce qu'essentiellement, il aurait été obligé de faire exactement la même chose que ce que fait le fédéral. Et maintenant, on parle du chemin Roxham, ce qui va être très populaire, et dit, bien sûr, on va contrôler notre immigration et aller chercher 100% de francophones, ce qui est plus facile dit que fait, parce que ça fait très longtemps que le Québec essaie de voir le plus grand nombre d'immigrants francophones possible et est très loin de 100%. Chantal, c'est vrai que c'est un changement de ton en immigration, là, parce qu'il était très revendicateur durant la campagne électorale, puis là, ça s'est considérablement adouci. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai l'impression qu'à un moment donné, là, on peut dire que je vois un mur, mais le mur va s'effacer devant moi parce que si je continue à foncer, puis là, on arrive à côté du mur, juste à 1 pouce du mur, puis on se dit, oups, Et tous ces appels sur l'immigration, y compris pendant la campagne électorale fédérale, votez pas pour Justin Trudeau, l'avenir de la nation est en cause, etc., ça n'a pas eu de la résonance qu'il aurait voulu. Donc, de s'en aller sur un autre chemin sur lequel il y a plus de contrôle, d'une part, et d'autre part, qu'il met davantage théoriquement sur la même longueur d'onde que le gouvernement de Justin Trudeau, c'est probablement, un, plus payant, et deux, oui, c'est vrai que c'est plus vite dit que fait, mais c'est quand même beaucoup plus réaliste et beaucoup plus pratico-pratique comme objectif que l'objectif de dire si seulement on contrôlait toutes les grands-mamans qui pourraient venir rejoindre leur famille en s'assurant qu'elles prennent des cours de français avant d'arriver, tout irait bien. Ça tenait pas vraiment la route. Alex, j'ai envie de vous entendre sur le côté environnemental. On s'entretenait avec le ministre Charette un peu plus tôt dans l'émission. On a l'impression que le gouvernement a compris le message du premier mandat, qu'on avait négligé considérablement ce dossier-là, puis que là, on essaie de le ramener un peu à l'avant-plan. Qu'est-ce que vous en avez compris? Bien, ça fait un moment qu'on dit qu'on a compris le message. Souvenez-vous, après la première élection de 2018, François Legault a fait son mea culpa en disant « J'aurais dû parler davantage d'environnement. Je vais m'y attarder pendant mon mandat. » Et de fait, il a parlé d'environnement. Il y a des cibles de réduction des gaz à effet de serre. La moitié du plan est peut-être pas complet, mais au moins la moitié, elle est là, etc. On a parlé de consignes, on a parlé de fonds bleus, donc de qualité de l'eau des rivières. La difficulté, puis Michel l'a dit un petit peu, la difficulté, c'est que tout ce qui est environnement et économie, ça va bien. Tout ce qui est énergie et environnement, ça va. C'est quand on arrive dans les contraintes, et ça va en prendre des contraintes pour que les gens modifient leurs habitudes. Faudra y arriver un jour à ce bonus-malus où il faudra taxer les voitures énergivores, encourager davantage les voitures de petits gabarits, les taxes kilométriques. Tout ça se réfléchit partout dans le monde. Et c'est quand on arrive à imposer même une petite contrainte aux citoyens pour leur dire là, ça prend l'effort supplémentaire où le gouvernement n'a vraiment pas le goût d'aller là. Alors, à un moment donné, on a bien beau parler de développement économique, de filière batterie, d'électrification des transports, mais ça va prendre à un certain moment un petit peu de bâton. Ouais. Et là, on n'a rien entendu de ce côté-là, du côté du gouvernement. Et je peux vous dire qu'un peu plus tôt, il n'était pas question de bâton dans la bouche dans le discours de M. Charette. Il n'allait pas dans cette direction-là. Un mot sur un autre parti qu'on n'a pas vu au Salon Bleu cette semaine. Michel, les 3 députés péquistes ont décidé qu'ils persistaient et signaient. Et ils ne sont pas rentrés, ils n'ont pas prêté le serment au souverain. Qu'est-ce que vous pensez de cet entêtement-là? Utilisons le terme entêtement. Les péquistes n'ont pas gagné de victoire depuis très longtemps et même pas de victoire morale. Et ça, c'était une façon de donner une victoire morale aux troupes péquistes qui avaient vraiment besoin d'en avoir une. On a vu d'ailleurs que les péquistes, sur les réseaux sociaux hier, appuyaient leur chef et leurs députés là-dessus. La réalité, c'est aussi que dans le reste de la population, ça n'a pas fait exactement le genre de réaction qu'ils auraient souhaité. Bon, le serment au roi va être aboli, oui, mais avec le projet de loi d'un autre parti et pas du leur. Il aurait pu être là pour voter, ils ne le voteront pas. Et d'autre part, ils ont aussi provoqué un malaise chez certains péquistes en disant, écoutez, on ne peut pas prêter serment au roi, sinon on va se parjurer. Ben, tous les péquistes qui ont été dans l'Assemblée nationale depuis 1970 l'ont prêté le serment. Ça fait bien du monde qui s'est parjuré, ça. Oui, Chantal? Oui, néanmoins, ça a dû faire quand même assez de baguettes dans l'opinion publique. Là, et je ne suis pas en train de dire que les gens auraient marché dans la rue sur ce sujet-là, pour que le Parti libéral, du jour au lendemain, aille se coucher du soir en se disant on va poser plein de questions et on va s'assurer que ça marche, et se réveille le lendemain matin converti à l'idée que le serment était désuet. Et moi, j'ai trouvé que l'épisode en révélait autant sur l'état du Parti libéral que sur la stratégie du Parti québécois là-dessus, dans le sens où on dirait qu'ils ne se voient pas aller et qu'il faut toujours qu'ils aillent dormir une nuit pour se rendre compte que là, ils s'enlignaient pour être le parti qui se présentait à l'Assemblée nationale et dont la première grosse bataille, ça allait être de sauver le serment au roi ou de s'assurer que c'était possible de s'en débarrasser, alors qu'au sein de la population anglophone, anglo-canadienne, même à l'extérieur du Québec, la majorité trouve que cette idée de serment est désuète. Effectivement. Alex, le mot de la fin là-dessus.
Ben, c'est comme si le Parti libéral et le Parti québécois se retrouvaient dans une situation où ils ont besoin de faire des coups d'éclat pour montrer qu'ils existent et attirer l'attention. C'est quand même ironique, c'était deux partis qui avaient l'habitude de s'échanger le pouvoir. Ouais. Et ils se retrouvent un peu comme Québec solidaire à l'époque. Souvenez-vous quand Amir Kadir lançait des souliers là, sur les portraits de George Bush, puis tournait le dos à la présidence de l'Assemblée. Non, mais c'est ça, ils étaient deux, ils étaient trois, avaient besoin d'attirer l'attention pour être capables de plaider leurs points. Ben, on se retrouve dans cette situation-là, autant au PQ qu'au Parti libéral, parce que ça va mal, parce qu'il faut être capable de... Et là, on cherche d'une manière ou d'une autre là, le filon pour être capable d'attirer l'attention. Vous aurez remarqué qu'à la Coalition Avenir Québec et à Québec solidaire, on est moins dans cette philosophie-là. Mm-hmm. C'est une inversion des rôles, parce que la CAQ aussi a déjà joué dans ce film-là. Ouais. C'est une inversion des rôles assez savoureuse quand on regarde ça avec un peu de recul. On passe d'une question qui intéresse un parti souverainiste à Québec à un gouvernement en Alberta qui se donne des allures souverainistes. Écoutez ce qu'a dit Mme Smith, Danielle Smith, cette semaine, puis on revient là-dessus. This was a push, and here's the point. I hope we never have to use this bill. I hope that we've sent a message to Ottawa that we will vigorously defend our constitutional areas of jurisdiction, and they should just butt out. Bon, c'est le message qu'elle veut envoyer. Chantal, Mme Smith a dit « Je ne veux pas l'utiliser, la loi, mais je vais envoyer un message ». Qu'est-ce que vous pensez de cette approche-là? Bien, d'abord, que c'est un peu insulter le mouvement souverainiste québécois qui a toujours été plutôt sérieux que de comparer ce qui se passe à Edmonton à quoi que ce soit qu'un gouvernement souverainiste aurait fait au Québec. Deuxièmement, on a découvert cette semaine que ou bien Mme Smith et son cabinet comprennent pas la Constitution ou bien ils l'ont jamais lu, parce que le projet de loi à sa face même, une législature provinciale, quelle qu'elle soit, ne peut pas changer la répartition des pouvoirs telle que prescrite dans la Constitution canadienne en passant à un projet de loi. Alors ça, c'est l'autre problème. Et on a découvert en plus, au fil des jours, que les ministres de Mme Smith, certains de ses principaux ministres, avaient sans doute trouvé ça trop compliqué de lire les 12 pages du projet de loi 1 de son gouvernement. Et donc, ne savaient pas, et elles non plus, de quoi il parlait. Le résultat, c'est que en Alberta, ça a été assez mal reçu, merci, commentateurs, milieu d'affaires, universitaires. Et à Ottawa, Justin Trudeau, dont on espérait beaucoup à Edmonton, on souhaitait qu'il se réveille en disant « Je vais pourfendre ce projet de loi ». Clairement, il va attendre que les élections du printemps passent en Alberta avant de décider s'il y a quelque chose à faire. Et clairement, c'était pas le souhait du gouvernement albertain qui voulait faire sa campagne en disant « Nous sommes votre rempart contre le méchant Justin Trudeau ». Le méchant Justin Trudeau a décidé de s'occuper d'autres choses. Oui, effectivement, M. Trudeau, cette semaine. Et il a même dit, la première réaction, ça a été « Voyons voir ce que les Albertains vont dire là-dessus », puis il s'est éloigné. Il ne voulait pas toucher à ça du tout, là, cette semaine. Et pourquoi y aurait-il touché pour faire plaisir à Mme Smith? Voilà. Écoutez, moi, ça m'a fait penser beaucoup au projet de loi 99 que le Parti québécois, alors au pouvoir, avait fait passer en réponse au plan B d'Ottawa et en disant, bon, 50 plus 1, c'est la bonne chose, nous avons tous le droit de poser la question référendaire qu'on veut, etc., etc. Le gouvernement fédéral avait justement pas amené ça en appel et à la fin même, tout le monde s'est satisfait du jugement de la Cour d'appel pour pas aller en Cour suprême. Mm-hmm. Alors, à un moment donné, si vous voulez provoquer quelqu'un, il faut être sûr qu'il va répondre à la provocation. C'est ce qui n'est pas arrivé pour la loi 99, c'est ce qui n'est pas arrivé pour le projet de loi de l'Alberta. Ce qui est un peu étrange, c'est de voir les péquistes dire « Ah, ben vous voyez, ça c'est une bonne idée, peut-être qu'on pourrait regarder ça, nous autres. » Le mouvement souverainiste, Chantal le disait, a toujours fait très attention de faire des choses dans la légalité. Il devrait rester dans cette ligne-là. Alec, un groupe qu'on n'a pas entendu beaucoup cette semaine, les conservateurs fédéraux qui, mon Dieu, qu'ils n'arrêtaient pas devant les caméras quand on voulait leur poser des questions là-dessus. C'est un peu un cahier dans leur soulier, hein? Non seulement c'est la même famille, mais ils se disent, bon Dieu, est-ce que je vais vivre avec d'autres gaffes comme celle-là du côté de Pierre Poilievre encore pendant bien des mois, parce que ça sentait le mauvais calcul politique. Écoutez, quand Chantal dit, puis Michel dit avec raison, on voulait provoquer Ottawa, on a mal lu ce qui s'est passé depuis plusieurs années à Ottawa. Justin Trudeau n'a pas mordu sur la loi 21. N'a pas mordu sur la loi 96 sur la Charte de la langue française. C'est-à-dire qu'il dit qu'il s'y oppose, va peut-être intervenir devant les tribunaux éventuellement, mais on n'est pas parti en guerre contre Québec sur des sujets très délicats, identitaires, où on espérait un peu à Québec de pouvoir casser du sucre sur le dos d'Ottawa. On ne l'a pas fait à Ottawa, on n'avait pas le goût de jouer dans ce film-là. Même chose avec
avec dans d'autres situations. Alors, on a très, très mal jugé de la stratégie de Justin Trudeau dans les dernières années. Et si on manque autant de jugement d'un point de vue politique, là, je ne parle même pas de la légalité du projet de loi, si on a autant manqué de jugement sur le plan politique, c'est sûr que Pierre Poilievre doit se demander qu'est-ce qui reste en réserve à Danielle Smith. Et c'est pas bon signe. Effectivement. Chantal, rapidement. Surtout avec la démission, comme par hasard, de Jason Kenney dans les minutes qui ont suivi le dépôt du projet de loi sur lequel il a déjà fait savoir tout le mal qu'il pensait. Je pense que la chef de l'opposition officielle, Mme Notley, l'ancienne première ministre néo-démocrate, pourrait pas dire pire sur ce projet de loi que ce que Jason Kenney a déjà dit. Ça envoie un bien drôle de message, effectivement. Élection au printemps en Alberta, hein, faut-il le rappeler. Alex, Chantal, Michel, merci beaucoup. Et à la semaine prochaine, en personne pour le bilan. Ouais. Au revoir. Au revoir.